Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Daniel Prescott. J'ai 35 ans. J'habite à Denver, dans le Colorado. Et jusqu'à la veille de notre vol, je croyais sincèrement qu'un voyage en famille aux Maldives allait être la chose qui ramènerait enfin un peu de lumière dans la vie de ma fille. Pendant des semaines, elle avait fait le compte à rebours comme si c'était Noël, son anniversaire et toutes les meilleures choses du monde réunies. Elle a fabriqué de petits anneaux en papier et en arraché un chaque matin. Elle s'entraînait à prononcer des mots des îles qu'elle avait trouvés en ligne. Elle a même scotché des dessins de poissons et de récifs coralliens faits à la main sur notre réfrigérateur, comme si elle y était déjà à moitié. Et peut-être que cela semble insignifiant, mais après l'année que nous venions de passer, la voir excitée par quoi que ce soit me paraissait énorme. Alors, quand mon téléphone a sonné la veille du jour où nous étions censés partir, j'ai cru que ce serait une question de dernière minute sur les bagages ou que quelqu'un avait oublié un passeport. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de ma mère, toujours aussi calme, me dire qu'ils avaient décidé que ma fille et moi ne viendrions finalement pas. Elle a dit que les enfants de ma sœur ne voulaient pas nous voir, comme si c'était une chose tout à fait normale à dire à une mère dont l'enfant avait passé des semaines à rêver d'eau claire, de tortues de mer et du premier vrai sourire qu'elle ait eu depuis des mois. Je me souviens être resté là, ma valise à moitié ouverte sur le lit, à l'écouter parler, et sentir quelque chose en moi se figer complètement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne lui ai même pas demandé de répéter. J'ai juste souri et dit 4 mots qui n'avaient de sens pour personne à ce moment-là, sauf pour moi. Puis j'ai raccroché. 1 minute plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Puis il a sonné encore et encore parce que, quelque part entre la fin de cet appel et le 3e appel manqué illuminant mon écran, les gens qui pensaient pouvoir exclure ma fille du voyage que j'avais payé venaient de réaliser que je n'allais pas pleurer et disparaître en silence. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quel temps il y fait en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire va. À la seconde où j'ai mis fin à cet appel, j'ai posé mon téléphone face contre le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables, ce qui me surprend encore quand j'y repense, parce qu'à l'intérieur, j'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à réparer les pots cassés des autres, à résoudre les problèmes avant même que quiconque ne réalise qu'il y en avait un. Et cette nuit-là, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand quelqu'un me met au pied du mur. Il s'est calmé. Il s'est organisé. Il est devenu efficace. Chaque réservation pour ce voyage était sur mon compte. Chaque email de confirmation m'était parvenu. Ricanement, chaque prélèvement était passé sur ma carte. Les vols, la villa sur pilotis, les transferts aéroports, la formule repas, l'option snorkeling, absolument tout. Je me suis d'abord connecté au site de la compagnie aérienne, puis au portail du complexe hôtelier, puis à la page de l'assurance voyage, puis à l'application de ma carte de crédit. J'entendais encore la voix de ma mère dans ma tête, disant qu'ils avaient décidé que ma fille et moi ne viendrions pas. Comme si mon enfant et moi étions des invités qu'ils pouvaient rayer de la liste d'un barbecue, au lieu d'être les 2 personnes dont l'argent avait rendu tout cela possible. J'ai annulé la réservation de groupe. J'ai accepté les pénalités. J'ai converti ce qui pouvait être converti. J'ai remboursé ce qui pouvait être remboursé. J'ai reprogrammé ce qui pouvait être reprogrammé. Et puis j'ai fait la seule chose qu'ils n'auraient jamais pensé que je ferais. J'ai utilisé le crédit restant et le solde disponible pour réserver un voyage privé plus petit, juste pour moi et ma fille. Pas l'immense villa pour tout le monde. Pas la version conçue pour faire plaisir à ma mère, accommoder ma sœur, et s'assurer que tout le monde ait la meilleure chambre, la meilleure vue et le programme le plus facile. Juste une chambre magnifique, assez grande pour nous deux, avec un départ légèrement décalé, un nouveau numéro de confirmation et mon nom sur chaque page. Le premier appel est arrivé avant même que je n'ai terminé. Je l'ai laissé sonner, puis un autre, ma mère, ma sœur, mon beau-frère, puis de nouveau ma mère, et enfin une série de textos si rapides qu'ils s'empilaient avant même que je puisse les lire. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je reçois des emails? Daniel, réponds au téléphone tout de suite. Tu es complètement folle. J'ai continué à travailler. J'ai mis les passeports sur ma commode. J'ai fermé la valise. Je suis allé voir ma fille. Elle s'était endormie avec un de ses petits carnets de voyage ouverts à côté de son oreiller, comme si elle avait essayé de lire jusqu'au matin. C'est le moment qui a failli me briser. Pas l'appel de ma mère, pas l'insulte, pas même la trahison.
C'était de voir ce petit livre et de savoir que des gens qui partageaient mon sang pouvaient regarder cet enfant et décider quelle était la personne la plus facile à exclure. Mon téléphone a vibré de nouveau et, cette fois, j'ai répondu parce que je savais déjà exactement pourquoi ils appelaient. Ma sœur n'a même pas dit bonjour. Elle a hurlé mon nom comme si j'avais commis un crime. Elle voulait savoir pourquoi le complexe avait annulé la réservation de la famille. Elle voulait savoir pourquoi leur vol avait disparu. Elle voulait savoir comment j'avais pu faire ça à ses enfants. J'ai répondu la même chose que j'aurais dû dire des années plus tôt, tu ne peux pas retirer ma fille d'un voyage que j'ai payé et espérer en profiter à mes frais. Il y a eu un silence stupéfait, comme si j'avais parlé une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis elle s'est lancée dans son numéro habituel, me traitant de théâtrale, d'instable, de vindicative. Ma mère a pris le téléphone en pleurant, disant que j'avais tout gâché, que les enfants étaient perdus, que je devais réparer ça immédiatement. Et ce mot, réparer, m'a presque fait rire, parce que réparer les choses était mon travail dans cette famille. Réparer les plannings, réparer les problèmes d'argent, réparer l'humeur, réparer les conséquences de l'égoïsme des autres. Mais pour la première fois de ma vie, je ne réparais pas un problème pour eux. J'en terminais un pour moi. Je leur ai dit que j'avais déjà géré la situation. J'ai dit que s'ils voulaient des vacances aux Maldives, ils étaient libres de payer les leurs. Puis j'ai raccroché à nouveau. Ma fille a bougé peu de temps après et s'est avancée à pas de loup dans ma chambre en pyjama, se frottant un œil, me demandant pourquoi mon téléphone n'arrêtait pas de faire du bruit. Je me suis assise sur le bord du lit, je l'ai serré contre moi et je lui ai dit qu'il y avait eu un changement de programme, mais que je travaillais sur quelque chose de mieux. Elle m'a regardé avec ses petits yeux fatigués et m'a demandé si nous allions toujours quelque part où l'eau était bleue. Je lui ai dit oui, et pour la première fois de la soirée, je le pensais de tout mon cœur. Au matin, la discussion de groupe de la famille ressemblait à une scène de crime numérique. Ma mère avait envoyé des paragraphes entiers. Ma sœur avait envoyé des notes vocales. Mon beau-frère était passé de l'indignation aux menaces en moins d'une heure. Il y avait des captures d'écran de mes d'annulation, des accusations à moitié tapées, et des émojis qui pleurent de ma mère qui, d'une certaine manière, me mettaient plus en colère que tout le reste. Ma sœur était la plus bruyante, bien sûr. Elle disait que ses enfants avaient déjà fait leur bagage. Elle disait qu'elle avait posé ses congés des mois à l'avance. Elle disait que Brandon s'était organisé. Elle disait que je l'avais humilié. Encore ce mot. Pas ce qu'ils ont fait à ma fille. Pas ce qu'ils m'ont dit. Pas le fait qu'ils pensaient pouvoir nous effacer alors que j'avais tout payé. Non, la vraie tragédie dans son esprit, c'était qu'elle avait maintenant l'air bête. J'ai lu chaque message une fois, puis j'ai commencé à faire des captures d'écran. C'est à ce moment-là que Gavin Ross est apparu. Gavin et moi nous étions rencontrés à l'université. À l'époque, il était le genre de gars qui pouvait transformer un désastre chaotique en une feuille de calcul avant minuit, tout en réussissant à vous faire rire. Au fil des années, il était devenu l'une de ces rares personnes qui n'exigeaient jamais d'attention, mais qui semblait toujours savoir quand j'avais besoin d'aide. Il travaillait maintenant dans les finances personnelles et avait déjà aidé des gens à démêler des litiges de dette, des problèmes de facturation et de sordides histoires de prêts familiaux. Je ne lui avais envoyé que 3 lignes la nuit précédente, ma famille nous a désinvités du voyage que j'ai payé. J'ai tout annulé. Il pète les plombs. Il s'est pointé à ma porte le lendemain matin avec du café, des sandwichs pour le petit déjeuner, et ce genre d'expression qu'ont les gens quand ils font de gros efforts pour ne pas dire « je te l'avais bien dit ». Ricanement il s'est assis au comptoir de ma cuisine, a fait défiler les messages et a dit très calmement « sauvegarde tout ». Ne réponds pas sous le coup de l'émotion. Ne supprime rien. Laisse-les continuer à parler. Ma fille était assise à table en train de colorier pendant que je tendais mon téléphone à Gavin et le regardais créer des dossiers comme s'il s'agissait d'un projet professionnel et non de l'effondrement de ma famille. Il a sauvegardé les captures d'écran de la conversation de groupe où ma sœur avait dit qu'ils étaient à court d'argent et me rembourseraient après le voyage. Il a sauvegardé les confirmations par email. Il a sauvegardé mon relevé de carte de crédit montrant les débits. Il a sauvegardé la note vocale où ma mère disait qu'il serait plus simple que ma fille et moi passions notre tour car les autres enfants étaient mal à l'aise. Entendre cette phrase rejouée à haute voix dans ma propre cuisine m'a retourné l'estomac. Ricanement Gavin m'a regardé et a posé une question. Ont-ils jamais dit une seule fois que l'argent était un cadeau avant aujourd'hui? J'ai répondu non. Il a hoché la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. Ma sœur, pendant ce temps, avait déplacé son spectacle en ligne.
Vers midi, une de mes collègues m'a envoyé une capture d'écran de sa story Instagram. Elle pleurait face caméra. Un mascara suffisamment parfait pour me faire soupçonner que tout avait été répété, disant que sa propre sœur avait gâché un voyage familial unique par pure méchanceté. Elle n'a pas mentionné qu'il avait payé. Elle n'a pas mentionné qu'ils avaient désinvité une enfant de 9 ans la nuit avant le départ. Elle n'a pas mentionné qu'on attendait de moi que je sourie et que je finance leurs photos à la plage. Bref, elle s'est juste fait passer pour une mère au cœur brisé dont la sœur cruelle s'en était prise à elle sans aucune raison. J'ai fixé cette vidéo plus longtemps que je n'aurais dû. Gavin m'a pris le téléphone des mains et a dit « Sauvegarde ça. Ne la regarde pas 2 fois. » Alors, je l'ai sauvegardé aussi. Ma mère a appelé 3 fois cet après-midi-là. J'ai fini par répondre à la 4e tentative, surtout parce que je savais qu'elle ne s'arrêterait pas avant d'entendre ma voix. Elle s'est mise directement à pleurer, disant que j'avais détruit la famille, disant que mon père n'arrivait pas à croire à quel point j'étais froide, disant que les enfants de ma sœur étaient dévastés. Je lui ai demandé une seule chose. Est-ce que Mila était dévastée quand vous avez décidé qu'elle n'était pas la bienvenue? Le silence. Pas de culpabilité, pas d'excuses, juste le silence. Puis elle a prononcé la phrase qui a changé quelque chose en moi pour de bon. Daniel, tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je n'aurais pas pu retirer. Gavin s'est appuyé contre le comptoir et a demandé ce qu'elle avait dit. Je lui ai raconté. Il a juste secoué la tête. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je le savais. Ça voulait dire qu'ils avaient compté sur moi pour absorber tout ça aussi. Le coup, l'insulte, le désagrément, la tristesse, l'humiliation, tout ça. Parce que c'était le rôle qu'on m'avait toujours attribué. La fille sur qui on peut compter, la sœur raisonnable, l'amortisseur humain. J'ai regardé mon enfant, toujours en train de colorier comme si le monde était un endroit sûr, parce qu'elle me faisait confiance pour qu'il le reste. Et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai peut-être jamais dite de ma vie. Je ne suis plus le distributeur de billets de cette famille. Gavin n'a pas applaudi ni ne m'a félicité. Il a juste fait un petit signe de tête, comme s'il comprenait à quel point cette seule phrase m'avait coûté et à quel point elle pourrait me sauver. Ce soir-là, après que ma fille s'est couchée, j'ai envoyé un seul message sur le groupe de discussion familiale. Puisque vous avez choisi de nous exclure, Mila et moi, d'un voyage que j'ai payé, j'attends le remboursement de la somme que vous aviez accepté de couvrir. J'ai tous les justificatifs. Je ne discuterai pas de cela de manière émotionnelle. Je n'en discuterai que par écrit. Ma sœur a répondu en moins d'1 minute. Tu es incroyable. Ma mère a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi. Et là, en regardant ces mots sur mon écran, j'ai réalisé qu'ils n'allaient jamais admettre ce qu'ils avaient fait. Les gens comme ça ne le font jamais. Ils modifient juste l'histoire jusqu'à ce qu'ils puissent continuer à vivre avec eux-mêmes. Le problème pour eux, c'était que j'avais les preuves. Les jours suivants ont été un étrange mélange de chaos et de calme. En apparence, ma vie semblait normale. Je me réveillais, je préparais ma fille, je répondais à mes emails professionnels, je préparais le dîner, je pliais le linge. À l'intérieur, j'avais l'impression de retenir une inondation à 2 mains. Ma sœur continuait d'envoyer des messages qui oscillaient violemment entre rage et manipulation. 1 minute, elle me traitait de vicieuse et d'instable. La minute suivante, elle disait que les enfants ne comprenaient pas pourquoi tante Daniel les détestait maintenant. Ensuite, elle est passée à l'argent, car c'était toujours là que résidait la vraie panique. Apparemment, Brandon avait réservé séparément des vols d'acheminement qui n'étaient pas entièrement remboursables. Ils avaient acheté de nouveaux bagages. Ils avaient payé pour faire garder leurs animaux. Ils avaient pris des jours de congés non remboursables. Ma mère s'était acheté toute une garde-robe de vacances qu'elle avait déjà montrée à la moitié de ses amis. Rien de tout cela n'avait d'importance quand ils ont exclu mon enfant. Soudain, tout cela avait de l'importance quand ils étaient ceux qui perdaient quelque chose. Ma mère m'a appelé un soir et a pleuré si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle a dit que des proches posaient des questions parce que ma sœur s'était plainte à tout le monde. Elle a dit que je faisais honte à la famille. Elle a dit que ça avait pris des proportions disproportionnées. J'ai failli rire à cela. Ils en avaient fait quelque chose d'énorme à la seconde où ils avaient décidé que ma fille était jetable. Ma sœur a fini par arrêter les sous-entendus et a commencé les menaces.
Elle m'a envoyé un texto disant qu'elle m'attaquerait en justice pour préjudice financier intentionnel. Elle a dit que j'avais agi avec malveillance. Elle a dit que je regretterais de l'avoir humiliée. J'ai envoyé chaque message à Gavin. Il me répétait toujours la même chose. Laisse-les parler. Plus ils deviennent émotionnels par écrit, mieux c'est pour toi. Mais ce qui me blessait le plus, ce n'était pas les menaces. C'était ma fille. Elle en savait assez pour comprendre que quelque chose avait mal tourné, mais pas assez pour comprendre pourquoi. Elle m'a demandé pendant le petit déjeuner si nous allions toujours voir les petites maisons sur l'eau. Elle a demandé si le voyage était juste repoussé. Elle a demandé si elle avait fait une bêtise. J'ai posé mon café si vite qu'il s'est renversé sur la table. Non, mon bébé. Absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Elle m'a regardé pendant une seconde, comme si elle essayait de décider si elle me croyait. Et ça a failli me briser encore plus que l'appel téléphonique initial, car les enfants supposent toujours qu'ils sont la cause quand les adultes les laissent tomber. Je l'ai emmené manger une glace cet après-midi-là, même s'il faisait froid et qu'aucune de nous ne voulait vraiment de glace. Je crois que j'avais juste besoin d'un endroit lumineux, bruyant et ordinaire pour lui dire une vérité partielle. Je lui ai dit que parfois, les adultes font des choix méchants parce qu'ils se soucient plus de leur confort que de la gentillesse. Je lui ai dit que lorsque les gens nous traitent mal, nous ne leur courons pas après pour obtenir leur amour. Nous protégeons notre tranquillité. Elle n'a pas tout compris, et Dieu merci pour ça. Mais elle s'est blottie contre moi sur la banquette et a demandé si nous pourrions toujours aller dans un endroit tropical un jour. Je lui ai promis que nous le ferions. Gavin est passé plus tard dans la soirée et m'a aidé à organiser une chronologie, date des prélèvements, date des confirmations, promesses dans la discussion de groupe, date d'annulation, date de l'exclusion, texto de menaces, story Instagram. Il a imprimé des choses, surligné des choses, fait des piles bien nettes que je n'aurais pas pu faire moi-même, car chaque fois que je regardais les mots « les enfants de ta sœur ne veulent pas la voir », ma poitrine se serrait à nouveau. Il y avait quelque chose dans le fait d'avoir un autre adulte assis à ma table à manger qui traitait toute cette histoire pour ce qu'elle était, un véritable préjudice, pas juste un drame familial qui me stabilisait. Il ne m'a pas dit une seule fois que je devais leur pardonner. Il n'a pas suggéré une seule fois que je réagissais de manière excessive. Il a juste continué à m'aider. À un moment donné, il m'a regardé depuis l'autre côté de la table et a dit « Il compte sur la culpabilité pour faire ce que la logique ne peut pas ». Cette phrase m'est restée, car il avait raison. La logique disait que j'avais payé pour quelque chose et que j'en avais été exclu. La logique disait qu'ils avaient reconnu par écrit qu'ils me rembourseraient. La logique disait qu'ils n'avaient aucun droit de profiter de mon argent après nous avoir exclus, ma fille et moi. La culpabilité était le seul outil qui leur restait, et ils avaient passé des années à l'aiguiser sur moi. C'est aussi cette semaine-là que j'ai appris à quel point ma sœur s'était vantée de ce voyage. Une de mes cousines m'a envoyé un texto en privé pour me demander s'il était vrai que l'incroyable escapade familiale d'Erika aux Maldives était tombée à l'eau. J'ai juste fixé l'écran. Incroyable. C'est comme ça qu'elle l'avait vendu en ligne, au travail et à ses amis. Pas un mot sur la sœur qui finançait tout ce fantasme. Pas un mot sur la nièce qu'elle ne voulait pas voir là-bas. J'ai répondu avec précaution, puis je suis resté assise sur mon canapé en silence pendant un long moment. L'humiliation qu'elle ressentait maintenant n'était pas quelque chose que j'avais créé. C'était la conséquence naturelle du fait de construire son bonheur sur la générosité de quelqu'un d'autre et de le rejeter ensuite. À la fin de cette semaine-là, j'avais cessé d'attendre des remords. C'est alors que quelque chose a changé. La douleur était toujours là. La colère aussi. Mais sous les deux, quelque chose de plus dur avait commencé à se former, la clarté. Je leur ai donné une occasion claire et nette de réparer les choses. Gavin m'a aidé à rédiger une demande de remboursement officielle, directe, factuelle et impossible à mal interpréter. Elle exposait la somme que j'avais avancée, les messages dans lesquels le remboursement avait été promis, l'annulation de notre participation par leur choix et le montant dont j'attendais le retour. Elle leur donnait une date limite. Elle ne contenait aucune menace. Elle n'incluait aucun langage émotionnel. C'était délibéré. Je voulais une trace écrite prouvant que j'avais d'abord essayé la voie civilisée. Ma mère a répondu par un pavé de texte si long que j'ai dû faire défiler l'écran 2 fois. Le cœur du message était simple, la famille ne facture pas la famille. L'argent était un cadeau. J'avais proposé volontairement. Demander le remboursement maintenant était cruel et égoïste.
J'ai lu tout ça une fois, puis j'ai tendu le téléphone à Gavin parce que ma vue s'était brouillée de colère. Il l'a lu, a levé les yeux et a dit « Bien. Elle vient de te donner quelque chose d'utile. » La réponse de ma sœur a été plus courte et plus abjecte. Elle a dit « Si j'avais considéré cet argent comme un prêt, j'aurais dû être clair. » J'ai littéralement éclaté de rire à cette lecture, car elle savait exactement à quel point ça avait été clair. Elle était là dans le groupe de discussion quand elle a demandé si quelqu'un pouvait avancer les frais jusqu'après le voyage. Elle était là quand ma mère a dit que tout le monde réglerait ses comptes plus tard. Elle était là pour chaque supposition selon laquelle j'allais couvrir les frais, parce que je couvrais toujours tout. Gavin et moi nous sommes assis à la table de ma cuisine cet après-midi-là pour passer en revue mes options. En raison du montant impliqué et des documents que je possédais, il y avait une véritable voie à suivre. Il a expliqué les délais, les frais de dossier, la différence entre l'émotion et les preuves, ce dont les juges se souciaient et ce dont ils se moquaient. Il ne m'a pas poussé. Il a tout étalé sur la table et a laissé le choix là où il devait être, entre mes mains. Ce soir-là, après que ma fille s'est endormie, je suis resté dans le couloir à regarder la chaîne de comptes à rebours en papier qu'elle avait fabriquée pour le voyage. Il est resté encore quelques anneaux accrochés car, après que tout a explosé, elle avait arrêté de les arracher. J'ai touché l'un d'eux et j'ai pensé à toutes ces années que j'avais passées à choisir la paix plutôt que le respect de moi-même, parce que j'étais terrifié à l'idée d'être traité de personne difficile. Puis je suis retourné dans la cuisine et j'ai dit à Gavin de lancer la procédure. Une fois les papiers déposés, le silence de ma famille est devenu absolu. Pas d'excuses, pas de négociations, aucune tentative de réparer quoi que ce soit. Ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Ma mère a cessé d'appeler. Ma sœur a cessé d'envoyer des messages. C'était comme si j'étais morte et qu'ils avaient déjà réarrangé les meubles autour de l'espace vide. Ça m'a fait plus mal que ce que je pensais. Même quand les personnes qui vous blessent sont toxiques, une part de vous pleure toujours la version d'eux que vous espériez voir enfin apparaître. Mais enfoui au fond de ce chagrin se trouvait un soulagement si puissant qu'il en paraissait presque illégal. Fini les exigences sur le groupe de discussion. Fini les corvées basées sur la culpabilité. Fini d'être celle qui conduisait le plus loin, payait le plus, faisait des compromis la première et souriait face à tout ça. Pour la première fois depuis des années, ma vie est devenue plus petite, dans le bon sens du terme. C'était juste ma fille et moi, et les routines qui nous appartenaient. Je l'ai inscrite à des cours de natation, parce que je ne pouvais pas lui offrir une île tropicale à ce moment-là, mais je pouvais lui offrir de l'eau, du mouvement et quelque chose à attendre avec impatience. Le premier jour à la piscine, elle s'est accrochée à ma main, puis 10 minutes plus tard, elle a ri si forte en éclaboussant son moniteur que les gens se sont retournés pour sourire. Je suis resté là à la regarder et je me suis dit, peut-être que la guérison n'arrive pas toujours de façon spectaculaire. Peut-être que parfois, ça ressemble à l'odeur du chlore dans les cheveux et à une petite fille qui apprend à flotter. Gavin est devenu une part de notre vie. Si progressivement que j'ai presque pas remarqué que ça arrivait. Il passait avec des plats à emporter et restait pour aider aux devoirs. Il a appris à ma fille un jeu de cartes auquel elle est immédiatement devenue meilleure que lui. Il a réparé une chaise de cuisine bancale sans en faire tout un discours. Il avait cette façon d'être présent qui ne ressemblait jamais à une pression, juste à une stabilité. Un soir, après les cours de natation, ma fille a demandé si Gavin venait dîner, puis elle a rougi en réalisant ce qu'elle venait de dire. J'ai ri pour la première fois depuis des jours, un vrai rire, et je lui ai dit que peut-être. Elle a haussé les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. Mais plus tard, pendant qu'elle se brossait les dents, elle a dit la bouche pleine de mousse, « Il est gentil parce qu'il me parle comme si j'étais vrai. » J'ai dû me détourner pour qu'elle ne voie pas mon visage. Parce que les enfants savent, ils savent qui les voit et qui ne les voit pas. Plus l'audience approchait, moins je redoutais la partie légale, et plus je pleurais la vérité émotionnelle de tout ça. Il fut un temps où l'idée d'intenter une action contre ma propre famille m'aurait semblé impossible. Maintenant, ça me semblait juste être la chose à faire depuis longtemps. Ce qui m'a finalement poussé à aller jusqu'au bout, c'est une pensée dont je n'arrivais pas à me défaire, si des étrangers avaient fait ça à ma fille, personne ne remettrait en question mon droit de riposter. Les liens du sang ricanement ne rendaient pas ça moins répréhensible. Au contraire, ça rendait ça pire. 6e partie. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant mon réveil avec ce sentiment de vide qu'on ressent avant quelque chose d'important et de laid. Je me suis habillé avec soin, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me sentir sereine et difficile à ignorer.
Gavin est passé me prendre tôt, m'a tendu un café, m'a demandé si j'avais mangé, et n'a pas rempli la voiture de fausses réassurances. Je l'ai un peu aimé pour ça avant même d'être prête à l'admettre. Le palais de justice était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Ma mère était déjà là, agrippant son sac à main comme s'il pouvait la sauver. Ma sœur se tenait à côté d'elle dans un blazer rigide, la mâchoire serrée, les yeux gonflés d'une manière qui suggérait qu'elle avait pleuré pour la forme. Brandon avait l'air irrité plus que honteux, ce qui lui correspondait parfaitement. Aucun d'eux ne m'a adressé la parole au début. Puis ma mère a levé les yeux et a dit doucement, « Daniel, est-ce vraiment nécessaire ?» J'ai soutenu son regard et j'ai dit, « C'est devenu nécessaire au moment où tu as décidé que Mila et moi n'étions pas assez de la famille pour le voyage que j'ai payé. » Elle a détourné le regard en premier. L'audience en elle-même n'avait rien de dramatique comme à la télévision. Pas de cris, pas de témoins surprises, juste des faits, de la paperasse, des dates, et la lente humiliation de voir la vérité exposée dans l'ordre. Gavin m'avait aidé à assembler le tout dans un dossier si clair que même moi j'étais impressionné. Relevé de cartes de crédit, confirmation de réservation, messages familiaux me demandant d'avancer l'argent. Le message promettant que tout le monde me rembourserait. La chronologie montrant à quel moment j'avais été exclu, les captures d'écran de la story Instagram de ma sœur se posant en victime. La demande de remboursement, leur refus. Ma sœur a essayé d'argumenter en disant que j'avais réagi de manière excessive et que le voyage n'avait été qu'ajusté, et non supprimé. Le juge a demandé comment il avait été ajusté, exactement, si la personne qui paie le voyage et son enfant se voit dire de ne pas venir la veille du départ. Ma sœur a bafouillé. Ma mère a tenté l'argument du cadeau, mais les messages écrits l'ont détruit immédiatement. Avancer les frais, n'est pas le langage d'un cadeau. Régler ses comptes plus tard, n'est pas le langage d'un cadeau. Tout le monde dans cette pièce le savait. Brandon a essayé de ramener ça aux enfants, disant que les émotions étaient fortes et que tout le monde essayait de préserver la paix. Le juge a demandé si exclure une enfant qui n'avait rien fait de mal était leur version de préserver la paix. Je ne pense pas que j'oublierai un jour le silence qui a suivi. Ce n'était pas seulement qu'ils n'avaient pas de bonne réponse. C'était que, pour la première fois de leur vie peut-être, leur tactique familiale habituelle n'avait aucun pouvoir. Il n'y avait plus de culpabilité à instrumentaliser, pas d'histoire derrière laquelle se cacher, juste un dossier, juste des preuves, juste la forme hideuse de ce qu'ils avaient fait. Quand on m'a demandé de parler, j'ai fait simple. J'ai dit que j'avais payé pour un voyage en famille parce qu'on m'avait demandé d'avancer les frais avec la certitude que je serais remboursé. J'ai dit que ma fille et moi avions été retirés de ce voyage par les accusés la veille du départ. J'ai dit que j'avais annulé les réservations parce que je ne subventionnerais pas des vacances dont nous avions été exclus. J'ai dit que je leur avais donné l'occasion de me rembourser et qu'ils avaient refusé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de discours sur la trahison. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient suffisamment cruels en eux-mêmes. Le verdict est tombé plus vite que je ne l'espérais. Le juge a statué en ma faveur et a ordonné le remboursement du montant étayé par l'accord écrit et la documentation, plus les frais. Ma mère a fermé les yeux comme si elle avait été frappée. Ma sœur est devenue toute blanche puis toute rouge, comme le font les gens quand la honte et la colère se télescopent. Brandon a marmonné quelque chose dans sa barbe qui lui a valu un regard sévère de la part du greffier. Je ne me suis pas sentie triomphante comme je l'avais imaginé. Je me suis sentie fatiguée, confortée dans mes droits, oui, soulagée, sans aucun doute, mais surtout fatiguée dans un endroit qui n'avait rien à voir avec le sommeil, car gagner signifiait faire face à une vérité que je ne pouvais plus adoucir. Ils avaient vraiment cru qu'ils avaient droit à mon argent et le droit de jeter mon enfant. Devant le palais de justice, ma mère a fait une dernière tentative. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais heureuse maintenant. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle pensait toujours que l'histoire était une question d'argent. J'ai répondu, non, j'en ai juste fini de payer pour être maltraité. Puis je suis parti. Gavin nous a ramenés chez moi dans un silence quasi total jusqu'à ce que nous nous garions dans mon allée. Ma fille passait l'après-midi chez une voisine, ce qui laissait la maison silencieuse d'une manière qui semblait presque sacrée. Je suis resté dans la voiture garée une seconde de plus que nécessaire parce que mes mains s'étaient mises à trembler maintenant que c'était fini. Gavin s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. J'ai ri une fois et j'ai dit que je ne savais pas. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse parfaitement acceptable. Puis il a dit quelque chose que je crois que je n'oublierai jamais. Tu n'as pas brisé ta famille aujourd'hui. Tu as arrêté de les laisser te briser.
Je l'ai regardé et c'est à ce moment-là que toute la configuration de ma vie a basculé. Pas d'une manière dramatique comme dans les films, juste cette compréhension silencieuse et indéniable que cet homme était resté à mes côtés pendant la période la plus sombre de ma vie sans rien demander en retour. Avant que je ne puisse m'en dissuader, j'ai cherché sa main. Il a serré la mienne une fois, doucement, comme s'il comprenait exactement ce que je disais et exactement ce que je n'étais pas encore prêt à dire. L'argent a fini par arriver, mais pas avec élégance. Ma mère a envoyé sa part en premier, sans aucun mot d'accompagnement, ce qui m'a semblé, d'une certaine façon, parfaitement correspondre à son personnage. Ma sœur a fait traîner les choses puis a payé par tranches, chacune arrivant juste assez en retard pour être irritante, mais pas assez pour violer l'ordonnance. Brandon ne m'a jamais contacté du tout, ce qui m'allait très bien. Il n'y a eu ni excuse, ni soudaine prise de conscience, ni message sincère sur la famille et les regrets, juste des virements, du silence et la fin froide et administrative d'une relation qui avait autrefois occupé beaucoup trop de place dans ma vie émotionnelle. Et ce n'est peut-être pas la fin à laquelle les gens s'attendent quand ils entendent une histoire comme celle-ci. Les gens adorent la rédemption. Ils adorent les retrouvailles. Ils adorent la scène où les coupables s'effondrent enfin et admettent qu'ils avaient tort. La vraie vie ne vous offre pas toujours ça. Parfois, tout ce que vous obtenez, c'est de la distance. Et si vous avez de la chance, cette distance se transforme en paix. Quelques mois plus tard, après avoir reconstitué mes économies et fait le tri dans les crédits de voyage et le chaos des annulations qu'ils avaient laissés derrière eux, j'ai emmené moi-même ma fille aux Maldives. Pas pour faire une grande déclaration, pas pour poster une photo de vengeance mesquine en ligne, juste parce que je lui avais promis une eau bleue et que je voulais, pour une fois, tenir une promesse sans que personne d'autre n'interfère. Le voyage était plus petit que le plan initial et 1000 fois meilleur. Pas de dîner de groupe tendu, pas de demandes contradictoires, pas de faux semblants. Juste moi et ma petite fille mangeant des fruits au bord de l'eau, riant de nos nez brûlés par le soleil, regardant les poissons nager sous le ponton comme des confettis vivants. Un matin, elle s'est tournée vers moi au petit déjeuner et m'a dit très sérieusement, « Je trouve que c'est mieux parce que personne n'est méchant. » J'ai dû baisser les yeux vers mon café pendant une seconde, car les enfants ont cette façon de réduire des tragédies adultes complexes à une seule phrase si simple qu'elle agit comme une lame. Elle avait raison. C'était mieux. Non pas parce que c'était plus luxueux ou plus exclusif, mais parce que c'était sûr. Parce que la joie ne peut vraiment exister que lorsque la peur ne se tient pas à côté d'elle. Gavin est resté dans nos vies si naturellement que ça a commencé à donner l'impression qu'il avait toujours été là. Il venait aux compétitions de natation de ma fille et applaudissait comme si chaque course était les Jeux Olympiques. Il faisait des crêpes le dimanche, malmé avec fierté. Il n'a jamais essayé de remplir un rôle que personne ne lui avait demandé de remplir. Il a juste continué à être présent avec patience et gentillesse, ce qui s'est avéré plus puissant que le charme. Environ 6 mois après le procès, il m'a demandé en mariage dans ma cuisine avec de la farine sur la manche et une sincérité absolue sur le visage. Ma fille a crié avant même que je ne réponde, ce qui nous a tous fait rire si fort que j'ai fini par pleurer quand même. Ce n'était pas un grand geste romantique dans un restaurant aux chandelles. C'était mieux que ça. C'était vrai. Environ 1 an après l'audience, j'ai appris la partie de l'histoire qui a encore le pouvoir de me vider de l'intérieur si j'y pense trop longtemps. Une proche m'a appelé après une réunion de famille à laquelle je n'avais pas assisté. Et avec ce demi-chuchotement coupable que les gens utilisent quand ils sont sur le point de vous dire quelque chose de moche, elle a dit qu'il y avait une autre raison pour laquelle les enfants de ma sœur n'avaient pas voulu de Mila pendant le voyage. Il s'est avéré que Wyatt et Léa avaient été cruels avec elle depuis plus longtemps que je ne le savais. Ils s'étaient moqués d'elle pendant les fêtes. Ils avaient fait des commentaires sur le divorce. Ils l'avaient blâmée pour des choses que les enfants ne devraient jamais avoir apportées. Et ma sœur et ma mère étaient toutes les deux au courant. C'est ça qui m'a anéanti. Pas que les enfants puissent être méchants. Les enfants apprennent la cruauté quelque part, et ils peuvent apprendre à faire mieux. Mais les adultes présents dans la pièce savaient que mon enfant était blessé et ont décidé que la voie la plus facile était de protéger le confort de la cellule familiale la plus bruyante. Ils n'ont pas seulement omis de la défendre. Ils ont protégé ceux qui la blessaient et ont ensuite essayé de l'écarter comme si c'était elle le problème. Je me suis assise à la table de ma cuisine après cet appel et j'ai pleuré d'une façon dont je n'avais pas pleuré depuis la veille du voyage. Pas parce que je voulais que ces gens reviennent. Je ne le voulais pas. Pas parce que je regrettais le procès. Je ne le regrettais pas.
J'ai pleuré parce qu'il y a un chagrin très spécifique qui accompagne le fait de réaliser que votre enfant portait sa douleur en silence pendant que vous essayiez encore de gagner l'amour de personnes qui n'avaient aucune intention de vous le donner honnêtement. Quand j'ai doucement demandé à ma fille, bien plus tard, si quelqu'un lui avait déjà dit des choses lors d'événements familiaux qui l'avaient fait se sentir mal, elle est devenue très silencieuse. Puis elle m'en a raconté un peu, pas tout, j'en suis sûr, mais assez. Assez pour que je comprenne pourquoi elle était devenue si silencieuse après le divorce. Ricanement assez pour que je comprenne que l'appel téléphonique pour les Maldives n'était pas venu de nulle part. Ça s'était accumulé par de petites cruautés pendant longtemps. Ce savoir ne m'a pas donné envie de me réconcilier. Il m'en a guéri. Certaines portes devraient rester fermées. Certaines personnes perdent le droit à votre vulnérabilité. Certaines relations ne survivent que parce qu'une personne continue de saigner pour les maintenir en vie. J'en avais fini de faire ça. La vie maintenant n'est pas parfaite, mais elle est saine d'une manière que je croyais autrefois impossible. Ma fille est plus bruyante, plus heureuse, plus forte dans le meilleur sens du terme. Elle nage comme si l'eau lui appartenait. Gavin brûle toujours les crêpes. J'emporte toujours trop de choses pour chaque voyage. Nous rions plus en une semaine que je ne riais pendant des saisons entières de ma vie. Et la leçon que je tire de tout cela est une leçon que j'aimerais que plus de gens, en particulier les parents, comprennent plus tôt. Une paix construite sur la douleur de votre enfant n'est pas la paix. L'harmonie familiale qui repose sur le fait qu'une seule personne soit silencieuse, généreuse et éternellement indulgente n'est pas de l'amour. Et fixer des limites avec des personnes qui partagent votre sang n'est pas une cruauté lorsque ces personnes n'arrêtent pas d'apprendre à votre enfant qu'elle est moins digne de protection que tous les autres dans la pièce. Parfois, la chose la plus affectueuse qu'une mère puisse faire est d'arrêter de qualifier de normal un mauvais traitement. Parfois, la leçon la plus importante qu'un enfant puisse apprendre est que l'amour devrait être un endroit sûr, pas sous condition. Et parfois, quitter la table, ce n'est pas perdre sa famille. C'est enfin construire la bonne. Si jamais vous avez eu à choisir entre préserver la paix et protéger votre propre cœur ou celui de votre enfant, j'espère que vous savez ceci, vous n'êtes pas égoïste de choisir la sécurité. Vous n'êtes pas théâtral parce que vous dites la vérité. Et vous n'avez pas tort de refuser de financer votre propre humiliation simplement parce que les personnes qui vous humilient se trouvent partager votre nom de famille.